Merci à vous tous d'être là sur Qu'est-ce qu'il y a? Bah, un je peux pas, très, moi, tu sais. un très grand Mais parce que nombre. ça marche pas. Et ça nous fait très très Mais plaisir, ça marche Isabelle et pas. moi, de co-animer ou de Bah, co-présenter viens cette voir. réunion du cabinet Racine avec nous aujourd'hui. En premier lieu, juste pour des raisons d'organisation et de simplicité, on souhaiterait que vous preniez acte de supprimer les micros. Et vous rappelez que la session d'aujourd'hui, le webinaire d'aujourd'hui, fait l'objet d'un enregistrement qui nous permettra d'en bénéficier après. Donc moi, je suis Pascal Laurence, coprésident de la présidence, coprésident de la commission Industrie-Commerce avec Isabelle Ramus, que vous connaissez plus que moi, évidemment. On s'est inquiété du choc économique et du choc contractuel qu'a pu avoir le Covid-19 et cette situation sur nous. Nous, en tant que juristes, nous, en tant que porteurs de contrat, prévoir l'imprévisible ou résister à l'imprévu et comment utiliser cette expérience fort enrichissante qui vient d'un passé très, très présent pour envisager notre avenir. Et c'est à quoi cette réponse va être emmenée par le cabinet Racine avec Valérie, Mélanie et Antoine, à qui je vais laisser la parole parce que c'est eux que vous êtes venus écouter et pas moi. Merci beaucoup. Alors, bonjour à toutes et à tous, et puis merci de votre accueil, merci de nous recevoir, en tout cas sur vos écrans. Parmi bien d'autres conséquences, pour certaines tout à fait dramatiques, la crise sanitaire a eu un effet révélateur en matière de droit des affaires. Révélateur de la place qu'occupe le droit commun dans le droit des affaires et du maillage fondamental qu'il représente, pour indispensable qu'elle soit. Les règles du droit des affaires, disons le code de commerce, sont des règles particulières, des règles spéciales. Leur vocation est de s'appliquer dans certains cas, vous le savez, particuliers, et pas de tout prévoir, et donc elles laissent énormément d'espace inoccupé. Le code qui a tout prévu, ou soyons plus réalistes, le code qui a vocation à s'appliquer à tous ces espaces, dans tous ces espaces inoccupés, eh bien c'est évidemment le code civil. De là cette conséquence que vous venez d'ailleurs d'évoquer, qu'en présence d'un événement imprévisible tel que cette crise, bien des questions doivent être envisagées d'abord à la lumière du Code civil. Or, ce code, en la matière, il a fait, vous le savez, l'objet d'une importante réforme initiée en 2016 et parachevée en 2018. Et cette crise est donc l'occasion d'éprouver ce nouveau système et peut-être aussi de se familiariser avec lui. Pour autant, on l'a bien compris, il ne s'agit pas du tout de se concentrer sur le Covid-19 ou exclusivement sur le Covid-19 et sur la crise. Il s'agit plutôt de tirer, comme vous venez également de le rappeler, les leçons contractuelles de cette crise afin de bien appréhender l'éventualité des crises futures et peut-être même de mieux les appréhender avec des aménagements contractuels, avec des clauses. Alors pour cela, il faut d'abord, c'est l'évidence, bien connaître l'environnement dans lequel on évolue, dans lequel le rédacteur du contrat s'apprête à prendre la plume. On ne peut aménager efficacement si on ne connaît pas ce que l'on aménage. Et pour autant, cela ne suffit pas. À la connaissance, il faut que s'ajoute l'expérience, la pratique contractuelle, qui peut, nous le savons tous, varier d'un secteur à l'autre, et s'ajoutent aussi les règles spéciales du droit des affaires. Pour commun qu'il soit, le droit civil n'efface pas le droit spécial et il doit bien souvent composer avec lui. Et on pense notamment aux règles relatives aux pratiques restrictives de concurrence dont nous savons toute l'importance dans votre activité. C'est la raison pour laquelle nous sommes trois au cours de cette intervention. Cependant, nous n'interviendrons pas en 3 temps successifs. Nous allons aborder ensemble, et chacun du point de vue de nos spécialités, 4 sujets qui nous semblent rentrer directement dans la thématique que vous nous avez soumise. 4 sujets: la force majeure, l'imprévision et le hardship, l'exception d'inexécution, et enfin, l'exécution forcée en nature, étant précisé que l'on sera relativement bref sur les 2 derniers sujets, mais bien évidemment ouvert à toutes les questions. Alors, sans transition ou presque, passons au premier thème, c'est-à-dire à celui de la force majeure. Et ce premier thème implique de distinguer 2 configurations et finalement 2 qualifications contractuelles que vous aviez vous-même préalablement en vue
l'hypothèse d'un contrat de prestation de service, d'une part, et l'hypothèse d'un contrat translatif de propriété, disons pour simplifier, d'un contrat de vente, d'autre part. Alors, prestation de service d'abord, quid de la force majeure? La première chose à aborder, me semble-t-il, pour entrer dans ce secteur-là du nouveau dispositif, eh bien, c'est de lire la définition de la force majeure, puisque définition désormais en matière contractuelle il y a, et elle est donnée par l'article 1218 alinéa 1er. Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur. Donc finalement, c'est assez classique et cette définition reprend en substance, disons, les évolutions que la jurisprudence a insufflées, a connues ces dernières décennies. Il y a deux éléments qui sont requis, ici on schématise, un élément d'imprévisibilité et d'imprévisibilité raisonnable, parce que finalement, dans l'absolu, tout est prévisible. Et puis un autre élément qui est un élément d'inévitabilité, plus d'ailleurs que d'irrésistibilité, comme on le lisait souvent dans les ouvrages. D'inévitabilité, c'est la raison pour laquelle on fait référence à des mesures appropriées et d'ailleurs même aux participes évités. Alors ensuite, quelles sont les conséquences de la survenance d'un tel événement? Il y a schématiquement, et même d'ailleurs exclusivement, deux hypothèses qui doivent être distinguées. La première hypothèse, c'est celle dans laquelle l'empêchement qui résulte de l'événement est définitif. Il n'est plus possible d'exécuter le contrat et le contrat ne pourra plus être exécuté. Alors dans ce cas, premièrement, le débiteur de la prestation impossible, celui qui est affecté, disons de façon immédiate par la force majeure, est libéré de son obligation. On n'en reste pas là, car son co-contractant, c'est-à-dire, appelons-le le créancier de la prestation impossible, son co-contractant est également libéré pour cette raison que le contrat est résolu de plein droit en application d'une disposition légale désormais, article 1218, alinéa 2. Deuxième hypothèse, l'empêchement n'est pas définitif, mais est simplement temporaire. Le débiteur de la prestation atteinte par l'événement ne peut pas exécuter tout de suite, mais il pourra exécuter plus tard. Alors là, en principe, c'est une solution toute pragmatique. Le contrat n'est pas résolu de plein droit, contrairement à ce qui se produit en cas d'empêchement définitif, mais l'obligation est simplement suspendue, comprend-on, jusqu'à ce que l'empêchement cesse. À cette règle pragmatique, néanmoins, un bémol, puisqu'il est tout de même prévu que si le retard est tel que la prestation n'a plus d'intérêt, si le débiteur est encore en mesure d'effectuer la prestation, mais dans très longtemps, et à une date telle que, au moins d'un point de vue économique, la prestation ne présente plus d'intérêt pour son co-contractant, alors le contrat est résolu de plein droit et l'on en revient à la première hypothèse, c'est-à-dire à la libération des deux parties. Un dernier point à souligner, lorsque l'on est en présence d'un tel cas et que l'empêchement soit définitif ou temporaire, le débiteur de la prestation devenue impossible n'engage pas sa responsabilité, cela va de soi, mais peut-être est-il utile quand même de le souligner, il n'y a pas de responsabilité civile. Non seulement le débiteur est libéré de sa prestation, non seulement son co-contractant est libéré de sa propre prestation, mais au-delà, le débiteur de la prestation impossible n'engage pas sa responsabilité à l'impossible, dit-on, en tout cas en droit français. Nul n'est tenu. Alors, il faut relativiser néanmoins ces points de vue parce que toutes ces règles, tous ces principes, sont susceptibles d'aménagement contractuel et c'est notamment sur ce point que vous nous avez sollicité. Alors, si on schématise en la matière, s'agissant des aménagements contractuels, on peut distinguer, en filant la métaphore, deux champs opératoires. On peut opérer sur la définition de la force majeure et on peut opérer également sur les conséquences de la force majeure. Opérer sur la définition de la force majeure, par exemple, en excluant certains événements, c'est-à-dire en prévoyant que certains événements de telle catégorie, s'ils surviennent, alors même qu'ils sont imprévisibles et inévitables, ne seront pas considérés comme des cas de force majeure. Par exemple, épidémie, mais évidemment la liste n'est absolument pas exhaustive, épidémie, émeute, crue décennale, ou plutôt centennale d'ailleurs que décennale, c'est une coquille,
Deuxième champ opératoire, on peut non plus exclure des événements, mais également, ou plutôt, mais par ailleurs, inclure des événements, c'est-à-dire faire rentrer dans le champ de la force majeure des événements qui en eux-mêmes ne caractérisent pas une telle notion. Et on pense notamment aux événements dont l'imprévisibilité pourrait être discutée. Par exemple, une deuxième vague de Covid-19 peut être de nature à empêcher l'exécution du contrat et pourtant son imprévisibilité pourrait être contestée en raison de la première vague. De là, l'utilité d'inclure cet événement, le cas échéant bien sûr, dans les cas de force majeure. On peut également songer à la résurgence de tel ou tel mouvement populaire, les Gilets jaunes par exemple. Deuxième champ opératoire, les conséquences de la force majeure. Alors là, il y a deux options et ça dépend du côté où l'on se trouve. On peut d'abord améliorer la position du créancier de la prestation impossible et on peut par ailleurs améliorer, c'est plutôt alternatif, vous l'avez compris, améliorer la position du débiteur de la prestation impossible. Améliorer la position du créancier de la prestation impossible, c'est par exemple stipuler que le débiteur reste responsable, même en cas de force majeure, auquel cas il devra exécuter en valeur ou, de façon plus réaliste, indemniser le créancier du préjudice causé par l'inexécution du contrat. C'est le schéma très connu de l'obligation dite de garantie auquel le nouvel article 1351 du Code civil fait désormais référence. Et puis on peut ensuite améliorer au contraire la position du débiteur de la prestation impossible, notamment en stipulant que celui-ci aura néanmoins droit à la prestation de son co-contractant. En d'autres termes, moi, débiteur d'une telle prestation, si un événement de force majeure survient qui m'empêche d'exécuter ma prestation, a priori, nous l'avons vu, mon co-contractant est libéré, mais on peut songer à insérer une clause au terme de laquelle mon co-contractant ne sera pas libéré et je pourrais donc conserver la prestation qu'il m'a déjà délivrée, par exemple une somme d'argent, et éventuellement réclamer celle qu'il ne m'a pas encore délivrée, ou le solde de celle qu'il doit me délivrer. Alors, voilà très schématiquement présenté quelques aménagements envisageables. Il y a, il faut le savoir, tout de même quelques menaces relatives mais présentes qui ont été, pour la plupart, créées par le réformateur de 2016, et ça n'est pas forcément une critique, mais il faut savoir que le réformateur de 2016 a voulu ménager la chèvre et le chou en favorisant la sécurité juridique à laquelle il était très attaché, mais aussi en protégeant la justice contractuelle. De là ici, trois menaces, mais avec quelques guillemets, concernant ces clauses, et singulièrement la dernière que j'ai évoquée. Trois menaces qui résultent de trois textes et qui d'ailleurs se suivent. En 169 du Code civil, nullité du contrat en cas de contrepartie illusoire ou dérisoire. En 170 du Code civil, qui répute non écrites les clauses portant atteinte à la substance de l'obligation essentielle, vidant l'obligation essentielle de sa substance. Et puis en 171, le fameux déséquilibre significatif qui a fait, vous le savez, son entrée dans le Code civil à propos des contrats d'adhésion. Je passe, mais plus brièvement, à la question des contrats translatifs de propriété, des contrats de vente, disons pour simplifier. Et là, l'hypothèse à envisager, elle est très simple, c'est celle dans laquelle la chose vendue est détruite par cas de force majeure, telle que précédemment décrit. Alors les principes en la matière sont assez simples. Le transfert de propriété s'opère dès la conclusion du contrat. Ce transfert de propriété emporte transfert des risques de la chose et la partie qui supporte la perte de la chose, c'est donc celle qui était propriétaire de la chose au jour du sinistre. Les conséquences de cette règle sont relativement simples, de deux choses l'une. Soit la destruction de la chose est postérieure à la conclusion du contrat. Dans ce cas-là, la perte est pour l'acheteur, puisque c'est lui qui était propriétaire au moment du sinistre. Et la perte est pour l'acheteur, ça signifie qu'il va devoir payer le prix au vendeur. Soit deuxième hypothèse, la destruction de la chose est antérieure à la conclusion du contrat. Alors, dans ce cas, la perte est pour le vendeur et beaucoup plus radicalement, le contrat est nul. Cela étant, il existe quelques règles un peu particulières sur lesquelles on pourra revenir par la suite, mais que je n'évoque pas pour l'instant. Alors, en ce domaine, les aménagements contractuels sont également, bien évidemment, envisageables et d'ailleurs extrêmement fréquents. On peut d'abord opérer sur la définition de la force majeure, et là je renvoie à ce que j'ai dit précédemment à propos des contrats de prestation de services, et puis on peut aussi encore opérer sur les conséquences de la force majeure, et c'est là que se ressent la spécificité du domaine dans lequel nous nous trouvons. Il y a deux façons
très schématiquement bien sûr, d'opérer. On peut améliorer la position de l'acheteur en stipulant que le transfert de propriété ou, le cas échéant, le transfert des risques seulement, n'interviendra que lors de la livraison de la chose. Et puis on peut encore améliorer à l'inverse la position du vendeur en précisant que le transfert de propriété n'interviendra qu'au complet paiement du prix, c'est la fameuse réserve de propriété, mais en ajoutant que le transfert des risques, lui, est immédiat. Je passe ma parole à mon associée Mélanie Coiraton. Bonjour. Je voulais faire juste un point rapide sur le régime de la force majeure dans les opérations de fusion-acquisition, un point très rapide, car ce régime de la force majeure s'applique très peu dans des opérations de cession de titres. C'est la condition d'irréversibilité ou d'inévitabilité, comme le disait Antoine, qui fait défaut. En effet, dans une obligation de cession de titres, l'obligation du vendeur est de vendre ses titres, l'obligation de l'acheteur de payer le prix. Pour vendre des titres, il faut signer un ordre de mouvement ou signer un contrat de cession. Donc cette obligation ne peut pas être inévitable. Pour acheter des titres, il faut payer le prix. Et la Cour de cassation a une conception assez stricte de cette obligation de paiement et considère, notamment dans l'arrêt de 2014 et la jurisprudence est constante depuis, que le débiteur d'une obligation contractuelle de payer ne peut pas s'affranchir de son obligation en invoquant la force majeure. Donc la force majeure, globalement, ne trouve pas à s'appliquer dans les opérations de fusion-acquisition. Les parties, les praticiens se dirigent plutôt vers des aménagements contractuels autour de ma clause, dont on parlera tout à l'heure. Je passe la parole à Valérie. Merci et bonjour à tous. Moi, je vais faire 3 observations à propos de la force majeure concernant les contrats commerciaux, les relations commerciales en général. Donc, une observation générale et puis 2 qui sont propres aux pratiques restrictives de concurrence. Alors, première observation, je voudrais d'abord rebondir sur le cas de l'empêchement temporaire provoqué par la force majeure. On est donc dans l'hypothèse où l'obligation de fournir la prestation a été suspendue pendant une période P. D'où la question que j'ai eue dans plusieurs dossiers. Le créancier de l'obligation qui a été suspendue, donc le client pour simplifier, peut-il demander la prorogation du contrat pour une durée correspondant à cette période de suspension et afin de compenser celle-ci? Alors, il faut, selon moi, distinguer 2 types de contrats. Voilà. Merci, pardon. Donc, il faut, selon moi, distinguer 2 types de contrats. Ceux qui portent d'abord sur des prestations successives, mais qui sont indivisibles les unes des autres. Je prends par exemple l'exemple d'un marché de travaux pour réaliser un ouvrage. Bon, ben là, l'intention des parties a été évidemment que l'ouvrage soit achevé. Donc, le contrat sera prorogé si le résultat n'a pas été atteint au moment où le contrat arrive à son terme contractuel. Donc, s'il n'a pas été atteint à cause de la suspension qui est survenue en raison d'un cas de force majeure. En revanche, deuxième hypothèse, si ce qui est exécuté au fur et à mesure profite en tant que tel au client, je prends l'exemple du client qui passe des commandes de produits qui lui sont livrés au fur et à mesure. Alors là, dans ce cas, donc, certaines commandes n'ont pas pu être exécutées pendant la période d'empêchement liée à la force majeure. Elles ont été neutralisées, mais il me semble que là, le client ne peut pas demander à son vendeur de proroger le contrat ou de se débrouiller pour exécuter en plus les commandes manquantes à l'intérieur de la période contractuelle. Entre parenthèses, bon, il y a des contrats pour lesquels il est un peu plus délicat de voir où se situe la distinction que je viens d'évoquer entre prestations indivisibles ou prestations divisibles. En tout cas, si on est sur des prestations divisibles, donc, là, l'entreprise client peut avoir un intérêt à ce que les prestations qui ont été neutralisées pendant la période de force majeure soient exécutées par la suite par son prestataire. Et donc, cela mérite, me semble-t-il, de réfléchir en amont à l'opportunité d'introduire une clause qui irait dans ce sens. Ensuite, deuxième observation qui concerne cette fois une clause envisagée par Antoine
qui prévoirait d'élargir les cas de force majeure, par exemple en assimilant à de la force majeure une deuxième vague d'épidémie qui pourrait survenir à l'avenir, alors que cette deuxième vague ne peut plus être considérée aujourd'hui comme imprévisible. Alors, selon moi, une telle clause ne pose pas de difficulté, y compris au regard des pratiques restrictives de concurrence, si, dans les faits, les effets de cette deuxième vague sont tels qu'en pratique, ils vont empêcher réellement l'exécution de la prestation. Mais en revanche, si on est à un degré en dessous, et c'est souvent là que l'on a les difficultés, c'est-à-dire que le débiteur de l'obligation rencontre de très nombreuses difficultés pour exécuter son obligation, mais il est néanmoins possible pour lui de l'exécuter. Alors dans ce cas, la clause prévue, elle peut lui permettre à ce débiteur de l'obligation d'invoquer donc un empêchement définitif et du coup d'obtenir qu'il soit mis fin immédiatement à la relation commerciale. Et là, je pense que cela peut être problématique parce que donc l'application dans les faits de cette clause, non pas sa rédaction elle-même, mais son application pratique, permet de faire obstacle à la disposition d'ordre public de l'article L 442.1 deuxièmement, que l'on connaît tous, qui sanctionne la rupture brutale. Donc, il faut, à mon sens, avoir ce risque en tête dans une telle situation. Enfin, troisième et dernière observation, par rapport cette fois à la clause envisagée par Antoine qui concerne non pas la définition de la force majeure, comme dans l'exemple précédent, mais les effets de la force majeure. Donc là, le débiteur de la prestation, c'est-à-dire le vendeur ou le prestataire, ne peut pas exécuter son obligation, et donc le principe est que rien n'est dû par le client. Mais, comme le disait Antoine tout à l'heure, on peut prévoir une clause au terme de laquelle le vendeur, le prestataire, pourra conserver les acomptes qui lui ont été versés par le client. Et ces acomptes, en pratique, ils peuvent représenter 80%, voire même 100% du prix. Donc, il est clair que dans ce cas, on renverse le risque et on le fait supporter au client. D'où la question, évidemment, qui vient à l'esprit des praticiens du titre 4 du livre 4 du Code de commerce et évidemment de l'article désormais numéroté 442.1, grand 1, deuxièmement, sur le déséquilibre significatif. Sachant que, comme le disait Antoine tout à l'heure, on a également un volet civil sur le déséquilibre significatif lorsque on est en présence d'un contrat d'adhésion. Et dans ce cas-là, la clause est réputée non écrite versus l'article L 442.1, grand 1, deuxièmement. Là, le critère est celui de la soumission, comme vous le savez, et comme on est en présence d'une faute, la sanction, ce sont les dommages et intérêts, sauf si la nullité est demandée par le ministère de l'économie ou le ministère public. Donc, il me semble que cette clause pourrait être considérée comme problématique parce qu'entraînant une disproportion manifeste ou un avantage excessif selon les expressions utilisées par la jurisprudence. Aussi, il faut, à mon sens, être prudent et atténuer cette clause. On peut penser, par exemple, de prévoir que les acomptes seront restitués au client. Cela existe dans des conditions générales de certaines entreprises. Donc, les acomptes sont restitués au client, mais ils sont restitués après déduction des dépenses qui ont été engagées par le prestataire en vue de réaliser la prestation qui finalement n'a pas pu être réalisée du fait de la force majeure et que le prestataire a dû conserver à sa charge. Donc ça me semble là être un moyen d'atténuer le risque de déséquilibre significatif que l'on pourrait à défaut rencontrer avec une telle clause. Voilà, je repasse la parole à Antoine sur le sujet de l'imprévision. Merci Valérie. Alors l'imprévision, en effet, c'est un sujet tout nouveau puisque à la fois ancien, ça fait très longtemps qu'on en discute, qu'on en disserte. C'est un débat qui remonte au 19e siècle, notamment le fameux arrêt Canal de Craponne, et une discussion qui a connu un très très grand tournant avec la réforme de 2016, puisque vous le savez, cette réforme a consacré cette fameuse théorie de l'imprévision qui veut en substance que, en cas de bouleversement économique,
le contractant victime de ce bouleversement puisse demander l'adaptation ou la renégociation, voire la cessation du contrat. Alors, l'ordonnance de 2016, la réforme de 2016, a effectivement implanté dans le Code civil cette fameuse théorie de l'imprévision au sein de l'article 1195. Je vais en exposer très brièvement le champ d'application et le mécanisme, et puis j'en reviendrai ensuite aux aménagements contractuels. Alors, côté champ d'application, il y a essentiellement deux conditions. La première condition, c'est l'existence d'un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat. Alors, bien des changements sont envisageables. On peut penser à une révolution, un coup d'État, une catastrophe naturelle, une éruption volcanique, une crise sanitaire, le décès d'un homme clé, le rapprochement de deux sociétés concurrentes, la faillite d'une autre société, etc. La deuxième condition, c'est que ce changement rende l'exécution du contrat excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque. Alors, de ce point de vue-là, essentiellement deux configurations peuvent se présenter. La première, c'est celle dans laquelle le contractant, ou plutôt l'un des deux contractants, doit exécuter sa prestation à un coût qui est disproportionné par rapport à celui qu'il était initialement en raison du changement de circonstance. Pour simplifier, on pourrait dire que ce contractant vend désormais à perte, même s'il faut entendre le mot vente au sens générique, comme disant tous les contrats de vente et de prestation de services, bien entendu. Première configuration, donc la vente à perte, et puis deuxième configuration, symétriquement inverse, que l'on pourrait appeler celle de l'achat à perte, c'est celle dans laquelle le contractant fait face non pas à une augmentation du coût de sa prestation, mais à une diminution de la valeur de la contreprestation. Je m'étais engagé sur un contrat de 5 ans à acquérir des marchandises pour tel prix, et il se trouve qu'en raison du changement de circonstances, le cours de ces marchandises, ou le coût, la valeur de ces marchandises, s'est effondré. Voilà que désormais, j'achète à perte. Dans cette hypothèse, sans doute, même si elle est un peu plus discutée que la précédente, dans cette hypothèse, sans doute, le texte a vocation à s'appliquer. Alors, une fois que les conditions en sont réunies, le mécanisme se déploie en 3 temps. Premier temps, la partie en difficulté peut demander une renégociation à son contractant. Elle doit continuer l'obligation pendant ce temps-là. Deuxième temps, en cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat ou demander au juge, ensemble, c'est important de le souligner, de procéder à son adaptation. Jusque-là, il n'y a vraiment rien de très nouveau. Le nouveau, la grande innovation, elle vient dans un troisième temps, c'est que, à défaut d'accord dans un délai raisonnable, l'une des deux parties, alors ça peut être essentiellement la partie en difficulté, mais aussi pourquoi pas l'autre partie, peut saisir le juge et lui demander, le cas échéant après expertise, soit de réviser le contrat, soit de mettre fin au contrat, le tout avec une assez large marge de manœuvre du juge, puisque, au moins sur le plan temporel, le juge décide de la date à laquelle sa décision prendra effet. Donc on peut très bien avoir affaire à une révision judiciaire ou à une résiliation judiciaire qui soit antérieure à la décision, concomitante à la décision ou encore postérieure à la décision. Alors de là, la question des aménagements contractuels. Est-ce que l'on peut contractuellement aménager l'article 1195 du Code civil, et disons les choses beaucoup plus nettement, est-ce que l'on peut le supprimer, le neutraliser? C'est une question un peu délicate. À lire le rapport qui accompagne l'ordonnance de réforme du droit des obligations, on comprend que tous les textes qui ne sont pas estampillés d'ordre public sont supplétifs de volonté. Je pense qu'il faut prendre cette déclaration avec beaucoup de prudence. D'abord, elle ne lit pas la jurisprudence et on ne peut pas exclure qu'un jour la Cour de cassation vienne dire tel ou tel article, bien qu'il ne se dise pas d'ordre public, est d'ordre public néanmoins, parce que moi, Cour de cassation, je le décide. L'article 1843.4 du Code civil relatif aux cessions de droits sociaux en donne une illustration tout à fait emblématique. Alors néanmoins, il ne faut pas être trop inquiet, mais simplement, pas être trop inquiet parce que tout le monde s'accorde plus ou moins à dire que ce texte est supplétif de volonté, donc on peut y déroger, mais notre recommandation, c'est finalement de le faire de façon suffisamment habile en exploitant la porte qu'il entrouvre. Le texte dit qu'il ne s'applique pas à la partie qui a accepté le risque du changement.
Plus exactement, il dit qu'il s'applique à la partie qui n'a pas accepté le risque. Donc, on comprend à contrario que si la partie a accepté le risque, eh bien, le texte ne s'applique pas. Et donc, notre recommandation, c'est que plutôt de rayer d'un trait de plume l'article 1195 du Code civil dans une clause disant le texte ne s'appliquera pas, rappeler la disposition en question et signifier in concreto, le cas échéant avec des explications bien réalistes, que l'une et ou l'autre des parties a bien conscience du risque pris et qu'elle accepte de l'assumer. À mon sens, dans cette configuration-là, le texte ne devrait pas s'appliquer. Alors, quelles sont ensuite les clauses que l'on peut envisager? Parce que là, je viens d'évoquer la neutralisation pure et simple, mais on peut aussi ne pas neutraliser complètement le texte et y apporter quelques aménagements périphériques, plus ou moins importants, mais en tout cas qui n'évincent pas complètement la disposition. Alors, on peut par exemple exclure certaines catégories de circonstances, les épidémies, les événements politiques, etc. On peut également exclure certains types d'onérosité, la vente à perte ou l'achat à perte, tels que je les ai précédemment présentés. Et puis enfin, on peut également, on devrait pouvoir en tout cas également, encadrer le pouvoir du juge en fixant un prix plancher à la prestation ou au contraire un prix plafond. Et puis encore, mais la liste n'est pas exhaustive, sanctuariser certains volets du contrat en prévoyant que le juge ne pourra pas intervenir sur tel ou tel volet. Je pense par exemple à la non-concurrence, à la durée de la relation contractuelle ou encore au pacte de préférence. Je passe la parole à mon associé Mélanie. Quelle pourrait être l'application de ce régime de l'imprévision dans les opérations de fusion-acquisition? Là également, a priori, ces applications sont extrêmement limitées, puisque le Code monétaire et financier, dans son article 211-40-1, prévoit que l'article 1195 du Code civil, donc relatif à l'imprévision, n'est pas applicable aux obligations qui résultent d'opérations sur les titres visées à l'article L211-1 du même Code. Or, l'article 211-1 du Code monétaire et financier vise notamment les titres de capital émis par les sociétés par action. En conséquence, pour toutes les opérations qui portent sur des actions, ce qui est quand même le cas de la plupart des opérations de fusion-acquisition, ce régime n'est légalement pas applicable. En revanche, et c'est relativement surprenant, ce régime est applicable aux opérations qui portent titres constitutifs de parts sociales, donc notamment les titres émis par les sociétés à responsabilité limitée ou encore les sociétés civiles. Donc légalement, le champ d'application est assez limité. La question qu'on peut se poser est celle de savoir si les parties pourraient, non pas, comme le disait Antoine tout à l'heure, choisir d'exclure le champ d'application de l'imprévision à une opération, mais au contraire, prévoir expressément dans un contrat que l'article 1195 et l'imprévision sera applicable à l'opération de cession de titres envisagée. Alors, a priori, il n'y a pas d'obstacle à prévoir une telle stipulation contractuelle, même si Antoine pouvait éventuellement considérer, Antoine, je te passe peut-être juste la parole une seconde, que de prévoir l'intervention du juge alors que ce n'est pas le champ naturel du contrat était potentiellement discutable. Oui, c'est vrai que la perspective que vient d'évoquer Mélanie est intéressante. La question se pose de savoir si on pourrait volontairement adhérer à l'article 1195 dans un domaine où il n'est pas applicable. On est naturellement tenté de dire oui, c'est le principe de liberté contractuelle, et puis on aurait du mal à comprendre que le législateur, que la loi ne veuille pas qu'on adopte d'un commun accord ce système qui est censé empreint de justice contractuelle. Néanmoins, on peut avoir une petite hésitation parce que dans le système, il y a quand même le rôle du juge et il pourrait être discuté que les parties aient la capacité, en quelque sorte, de donner au juge un pouvoir que pourtant il ne détient pas en vertu de la loi. Donc un petit point d'interrogation quand même. Restons sur l'hypothèse de parties qui décideraient d'appliquer ce régime à une opération de cession d'action ou alors une opération de cession de parts sociales. Quelles pourraient être les applications donc, de l'imprévision dans ce type d'opération. On pourrait envisager tout d'abord qu'une partie se prévale de changement de circonstances entre la signature du contrat, donc le signing, et sa réalisation, le closing. L'acheteur en particulier pourrait se prévaloir de changements de circonstances qui justifieraient que le prix ne se justifie plus, justement. On pourrait aussi envisager que l'une des parties cherche à se prévaloir de changements de circonstances qui soient postérieurs à la réalisation de l'opération. Par exemple,
le garant qui aurait accordé une garantie de passif et qui ferait valoir aussi des changements de circonstances imprévisibles. Sur cette hypothèse spécifique des garanties de passif, on pourrait considérer que le plafond qui vient limiter l'obligation des garants et qui figure dans la plupart des garanties de passif est finalement, d'une certaine façon, incompatible avec la condition de caractère excessivement onéreux de l'obligation. Donc, il n'est pas évident qu'il puisse se prévaloir de la théorie de l'imprévision pour venir réduire ou aménager son obligation de garantie. Pareillement, on pourrait envisager, toujours en cas de changement de circonstances post-closing, l'acquéreur qui devrait payer un complément de prix qui chercherait à se prévaloir d'un changement de circonstances postérieur à la réalisation de l'opération. Là également, on n'est pas certain aujourd'hui que la théorie de l'imprévision pourrait le protéger dans la mesure où une telle clause de complément de prix manifeste la volonté des parties d'anticiper un changement de circonstances futures. Donc, comme on l'a vu légalement, déjà, le champ de 1195 n'est pas naturellement applicable aux opérations de fusion-acquisition. Par ailleurs, son régime et l'intervention du juge créent un certain aléa qui semble assez peu compatible avec la sécurité juridique recherchée en général par les parties dans les opérations de fusion-acquisition. Par conséquent, je ne vois pas de développement manifeste de ce régime dans les opérations de M&A. Et là encore, c'est plus en faveur de la rédaction et de l'insertion dans les contrats des MAC-clauses que les parties se tourneront, comme je vais en parler tout de suite. Donc la MAC-clause, Material Adverse Change, c'est la clause qui permet de traiter contractuellement des conséquences de la survenance d'un événement significatif défavorable. C'est une pratique qui est plus courante dans les pays anglo-saxons, assez limitée en droit français, même si on a vu, même si on voit aujourd'hui des MAC-clauses dans certains types de contrats, par exemple les contrats de financement, mais également dans certaines opérations de M&A, en particulier quand il y a un élément international dans le contrat. Le bénéficiaire de cette clause, c'est en général l'acheteur qui cherche à se préserver la possibilité de ne pas réaliser l'opération dès lors que certains événements sont survenus. Mais on pourrait également imaginer des cas où cette clause bénéficie au vendeur. Et on peut prendre à cet égard, l'exemple d'un contrat de vente qui prévoit la détermination du prix des titres, non pas de façon fixe, mais en fonction d'une formule de prix déterminée au closing de l'opération. Et si on prend l'exemple de la crise du Covid qu'on vient de traverser, qu'on traverse encore, imaginons un contrat de cession conclu fin 2019 avec un prix des titres qui serait fixé de façon définitive en fonction d'une formule qui repose sur des comptes arrêtés au closing. Imaginons que le closing intervienne en avril ou mai 2020, par exemple parce qu'il a fallu attendre la réalisation d'une condition suspensive consistant en l'autorisation de l'autorité de la concurrence, par exemple. Et si la société cible est active dans un domaine, dans un secteur qui a souffert de la crise, donc, comme beaucoup de secteurs aujourd'hui, on peut supposer que la détermination du prix sera extrêmement déceptive pour le vendeur, et donc le vendeur cherche à se libérer de cette obligation de cession. Les événements concernés, ce sont donc des événements significatifs, et en général, on en distingue deux catégories. Il y a tout d'abord les changements qui impactent la cible elle-même. Ce sera par exemple une perte de clients, ce sera un incendie dans les locaux, la destruction d'un outil de production, etc. Mais il y a également des clauses qui vont viser des événements qui auront un impact sur le marché dans lequel évolue la société cible. Ça peut être des événements climatiques, ça peut être une pandémie comme celle qu'on vient de vivre, etc. Donc, il faudra accorder une vigilance particulière dans la rédaction de ces clauses. Tout d'abord, pour voir si on vise une MAC-clause limitée à la cible ou si alors on cherche à étendre cette clause aux impacts qui affectent le marché sur lequel la cible évolue. Et puis, par ailleurs,
on a deux façons de rédiger la clause. Soit on adopte une rédaction générique qui va faire référence à des événements sans liste précise qui ont un impact significatif donc sur la cible ou sur le marché. Soit on veut une rédaction plus précise et on prendra le soin de lister précisément les événements qui pourront permettre aux parties de se prévaloir de la clause. Et donc on peut être à peu près certain qu'à l'aune de ce qui vient de se passer, les rédacteurs d'actes et les parties sont très vigilants sur le fait de savoir si une pandémie sera considérée comme un événement significatif défavorable ou pas. Enfin, quelle est la portée du MACLAUSE? Généralement, en droit français, elle est traitée comme une condition suspensive. C'est-à-dire que, par exemple, l'acheteur est tenu d'acheter à la condition de l'absence de survenance d'un tel événement entre la date de signature et la date de réalisation de l'opération. Mais on pourrait très bien envisager que les parties décident non pas de le traiter en condition suspensive, mais décident de permettre aux parties, dès lors que cet événement survient, de modifier les conditions du contrat, enfin de s'accorder pour modifier les contrats, et si elles ne permettent pas de s'accorder, soit de résilier le contrat, soit d'avoir recours au juge, bref, d'avoir un régime qui serait relativement similaire à celui de l'imprévision. Alors, en ce qui concerne donc les possibilités d'aménager contractuellement en 195, je vais faire deux observations et non pas trois, puisque j'ai, oublié de supprimer celle qui apparaissait en second dans les slides. Donc, première observation par rapport à la clause qui a été évoquée par Antoine et qui consiste donc à neutraliser la théorie de l'imprévision contractuellement. Alors, certains auteurs ont évoqué le risque de déséquilibre significatif à ce sujet. Mais honnêtement, je suis moins pessimiste qu'eux, même si l'on sait aujourd'hui que pendant longtemps, cette notion de déséquilibre significatif, elle a été restreinte aux relations de la grande distribution avec ses fournisseurs, mais on voit bien aujourd'hui, à l'aune des décisions qui sont rendues, que le déséquilibre significatif s'étend désormais à tous les secteurs d'activité. En fait, c'est la même évolution que celle que l'on a connue pour la rupture brutale. Mais néanmoins, je suis moins pessimiste que ces auteurs, en tout cas si deux conditions sont remplies. La première, c'est celle qu'évoquait Antoine tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de prendre des précautions rédactionnelles, de ne pas exclure de façon péremptoire en une phrase l'article 1195, mais bien de prendre la peine de rédiger une clause qui explique qu'il y a eu acceptation du risque in concreto. Et deuxième condition, tout à fait nécessaire là au regard du déséquilibre significatif, c'est de prévoir que la clause est symétrique. Parce que si elle est unilatérale alors qu'il n'y a aucune raison qu'elle le soit, là, très certainement, on tombe dans le risque du déséquilibre commercial, puisque, comme on le sait, l'absence de symétrie, lorsqu'elle n'a pas de justification, lorsqu'il peut y avoir une réciprocité et que ce serait naturel, l'absence de symétrie donc, est un indice très fort pour les juges de considérer qu'il y a des équilibres significatifs. Donc ça, c'est pour la clause de neutralisation. La deuxième observation porte sur le fait que j'ai constaté depuis mars que des entreprises qui se trouvent en situation d'invoquer 1195, et évidemment, à partir du moment où aucune clause contractuelle ne les empêche de l'invoquer, ne vont pas aller sur ce terrain. Pourquoi? Parce que ça les oblige à poursuivre l'exécution du contrat pendant la phase de tentative de renégociation, comme Antoine l'a dit tout à l'heure, et que les entreprises ne peuvent pas ou ne veulent pas poursuivre cette exécution du contrat. Et donc, du coup, il m'a semblé intéressant de réfléchir en amont à l'opportunité d'insérer une clause donc, qui profiterait à la partie qui subit le coût excessivement onéreux et qui lui permettrait d'être dispensée de devoir continuer à exécuter le contrat donc pendant cette phase de tentative de renégociation. Ce qui permettrait donc de rendre plus efficaces les dispositions de l'article 1195 qui très souvent aujourd'hui, là dans le contexte que nous connaissons,
sont effectivement des dispositions que les entreprises voudraient pouvoir utiliser. Je passe la parole à Antoine. Merci. Alors, il nous reste à traiter, mais très brièvement, comme je vous l'avais annoncé, de l'exception d'inexécution et de l'exécution forcée en nature. Je vais me concentrer sur les innovations résultant de l'ordonnance de 2016, de la réforme de 2016. Bon, elle a consacré, cette ordonnance, s'agissant de l'exception d'inexécution, elle a consacré la version classique, ordinaire de l'exception d'inexécution, au terme de laquelle, si je suis débiteur d'une obligation qui est exigible et si l'autre partie au contrat est également débitrice d'une obligation qui est exigible et qu'elle ne l'exécute pas alors qu'elle aurait dû l'exécuter en premier, je suis moi-même en droit de refuser d'exécuter mon obligation. Il n'y a rien de nouveau sur ce plan, si ce n'est que cette institution, qu'est l'exception d'inexécution, est reconnue en tant que telle dans le droit commun des contrats, ce qui n'était pas le cas auparavant. Reconnue en tant que telle, je veux dire par le Code civil, dans le droit commun des contrats, ce qui n'était pas le cas auparavant, même si la jurisprudence lui avait fait une très large place. La nouveauté, elle réside surtout dans l'article 1220 du Code civil qui prévoit ce que l'on appelle l'exception d'inexécution anticipée. En substance, c'est un mécanisme qui me permet à moi, contractant, débiteur d'une obligation exigible, de refuser d'exécuter, alors même que l'obligation de mon co-contractant n'est pas encore exigible, s'il est manifeste, au jour de l'échéance de son obligation, il n'exécutera pas. Je peux dire, je vous dois le prix, il est exigible aujourd'hui, mais il est évident, pour telle et telle raison, que vous ne me livrerez pas la chose que vous devez me livrer dans 6 mois. L'autre me répondra, mais mon obligation n'est pas exigible. Je lui répondrai avec raison désormais, oui, mais je me place sur le terrain de l'article 1220 du Code civil. Alors de là, la question des clauses contraires, j'y viens très rapidement. Là encore, si on se fie au rapport au président de la République qui accompagnait l'ordonnance, on est tenté de croire à la validité, peut-être un peu naïvement, des clauses contraires, parce que cet article 1220 et l'article 1219, l'exception d'une exécution ordinaire, ne sont pas qualifiés d'ordre public. Néanmoins, il faut se méfier de cette perspective parce que certains auteurs font valoir, et non sans pertinence, que de telles clauses qui neutraliseraient l'exception ordinaire ou l'exception anticipée pourraient être contraires à la bonne foi. On pourra peut-être en discuter par la suite. Or, la bonne foi est une disposition d'ordre public. Vous voyez l'article 1104 du Code civil, l'exécution de bonne foi, c'est un principe d'ordre public. Et donc, la clause pourrait être attaquée au motif, non pas vraiment que l'article 1220 ou 1219 est d'ordre public, mais au motif que la clause elle-même est directement contraire à la bonne foi. Mélanie va vous dire quelques mots rapidement de cette notion en matière de M&A. Oui, c'est plus pour donner un exemple de cette exception d'inexécution anticipée. C'était pour donner un exemple. Donc, un contrat de cession de titre qui prévoirait un transfert de propriété de titres en 2 échéances, janvier 2021 pour la première partie des titres et janvier 2022 pour la seconde partie des titres, et un prix payable pour la première tranche, composé d'un prix de base et d'un complément de prix payable en mars 2022. Dans notre hypothèse, il serait manifeste que le vendeur ne sera pas en mesure de payer son complément de prix en mars 2022. Ainsi, en conséquence, le vendeur pourrait refuser de livrer la seconde tranche des titres en arguant donc de cette nouvelle possibilité qui lui est donnée d'exception d'une exécution anticipée. C'est plus, moi, à titre personnel, je ne l'ai jamais vu aujourd'hui ni invoqué, ni même stipulé dans les contrats. En revanche, il pourrait être opportun dans ce type de contrat qui prévoit des exécutions en plusieurs échéances, de prévoir soit d'organiser cette exception d'une exécution anticipée, soit d'exclure son régime. Et je passe la parole à Antoine pour le dernier volet sur l'exécution forcée en nature. Merci, oui, quelques brèves explications sur ce plan. Et puis, bien sûr, on pourra en discuter avec vous ensuite. L'exécution forcée en nature, elle a connu un certain recul avec l'ordonnance de 2016. Jusqu'à présent, la jurisprudence était assez intraitable et elle considérait que l'exécution en nature pouvait et devait même être ordonnée, quel qu'en soit le coût, alors même que ce coût serait ubuesque. Il y a un exemple très célèbre en jurisprudence dans lequel une personne
avait commandé la construction d'une piscine comportant 4 marches. Le jour de la réception, elle fait le tour de la piscine, elle constate qu'il n'existe que 3 marches. Elle dit à l'entrepreneur qu'elle exige la 4e marche. L'entrepreneur lui répond que l'installation de cette 4e marche supposerait de détruire la piscine et de la reconstruire, ce qui est a priori ubuesque d'un point de vue économique en tout cas. L'affaire va en justice et la Cour de cassation considère que, oui, en effet, l'entrepreneur doit détruire et reconstruire. Et vous avez une affaire similaire avec une maison à laquelle manquait 30 cm de hauteur et dans laquelle l'entrepreneur a été condamné à détruire et puis à reconstruire. Alors, pour freiner un peu cette jurisprudence, l'ordonnance de 2016 a apporté quelques restrictions. Pour l'essentiel, le droit à l'exécution en nature est proclamé, mais il connaît une importante limite dans le cas où il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Donc l'idée ici, c'est que le juge est à même d'apprécier la proportionnalité entre ces deux pôles, le coût de l'exécution en nature et l'intérêt pour le créancier. Et si le juge estime qu'il y a une disproportion manifeste, c'est important, alors il pourra refuser l'exécution en nature, ce qui affaiblit quand même un peu la force obligatoire du contrat. Finalement, on n'est jamais vraiment sûr d'obtenir la prestation même, étant précisé que quand même le contrat, les autres sanctions en cas d'inexécution demeurent applicables, mais pas l'exécution en nature. De là, la question de savoir si l'on peut neutraliser cette limite et prévoir que l'exécution en nature aura lieu alors même qu'il existerait une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur et l'intérêt pour le créancier. Sur cette question, je renvoie à mes observations précédentes. A priori, le texte, et c'est même pas a priori, il suffit de lire le texte pour voir qu'il ne se proclame pas d'ordre public, mais il n'est pas exclu, et certains auteurs, et même de bons auteurs, soutiennent qu'une telle clause pourrait être contraire à l'exigence de bonne foi, qui elle-même étant d'ordre public, contaminerait la clause et justifierait sa nullité. Peut-être quelques mots encore très très brefs sur le M&A et puis on va passer aux questions. Absolument. Donc, ce régime de l'application de l'exécution forcée dans les opérations de M&A, pour le coup, est quasi systématique. C'est-à-dire dans la plupart des contrats de cession d'actions, on trouve une clause qui rappelle les dispositions de l'article 1221 et le droit à bénéficier de l'exécution en nature. Dans la plupart des contrats également, les parties prévoient que cette exécution pourra être recherchée même en cas de disproportion manifeste entre les coûts de son exécution pour la partie défaillante et son intérêt pour la partie bénéficiaire. Donc, bon, il y a la petite réserve que vient de faire Antoine sur la validité au regard de la bonne foi de cette clause. Néanmoins, c'est recommandé de l'insérer, l'exécution en nature étant fondamentale dans des opérations de cession de titres. Par ailleurs, ce qu'on trouve également beaucoup dans les opérations de cession de titres et notamment dans les promesses de cession d'actions, par exemple quand on a des managers qui sont actionnaires, si on veut s'assurer qu'en cas de cessation des fonctions, le manager doit céder ses titres et ne reste pas actionnaire après la fin de ses fonctions, on trouve un mécanisme contractuel d'exécution en nature, c'est-à-dire que les parties organisent entre elles la façon dont le transfert sera opéré dans l'hypothèse où le manager actionnaire refuserait le moment venu de livrer ses titres. En général, c'est contractuellement organisé. On prévoit que l'acheteur consigne le prix entre les mains d'un tiers séquestre qui est défini contractuellement. On prévoit par ailleurs que l'acquéreur doive lever l'option dont il bénéficie. Il adresse la dette de levée d'option et la preuve de la consignation du prix à la société, qui est fréquemment désignée mandataire des parties, pour, sur la base des documents prévus au contrat, dès lors que ces documents lui sont communiqués, la société devra inscrire l'opération de transfert dans les registres et ça vaudra transfert de propriété. Seule petite limite ou réserve, c'est que ce mécanisme repose sur un mandat donné à la société et un mandat est toujours révocable. Donc, c'est la petite limite de cette clause qui néanmoins reste assez efficace pour s'assurer du transfert de propriété des titres. Voilà, je crois que nous en avons terminé. Je vais simplement passer la parole à Valérie pour une petite conclusion. Oui, merci. Donc, pour terminer sur l'aspect relations commerciales,
Et même si ça n'est pas le sujet précis de notre intervention, ce que je note dans cette période face à la gravité de la situation, c'est que certaines entreprises peuvent avoir la tentation, pour mieux se défendre, entre guillemets, hein, dans le cadre, dans le contexte très difficile qu'elles traversent, peuvent avoir la tentation donc d'adopter des comportements qui seraient de nature à entraîner des risques pour elles. Je pense à deux types de risques. D'abord, au titre des pratiques restrictives de concurrence, une partie qui serait dans un rapport de force qui lui est favorable peut soit refuser la renégociation avec l'autre partie si c'est dans son intérêt, soit au contraire essayer d'imposer des conditions de renégociation qui lui sont favorables. Et deuxième type de situation où il pourrait y avoir des risques, c'est que certains concurrents peuvent échanger des informations en se disant que ça peut leur permettre de réagir de façon plus efficace dans ce contexte, encore une fois. Et là, évidemment, par rapport à l'autorité de la concurrence qui pourrait considérer que les échanges portent sur des informations sensibles, l'autorité nous a déjà informé du fait qu'elle serait très attentive à la façon dont les entreprises se comporteraient pendant cette période. Donc voilà, il y a un deuxième, effectivement, champ de risque, si je puis dire. Et enfin, en ce qui concerne les négociations commerciales annuelles, voilà, il y a la CEPC qui est en train donc d'élaborer un guide qu'elle intitule un guide de bonnes pratiques de sortie de crise, qui va effectivement intéresser les relations fournisseurs-distributeurs. Voilà, c'était le sens de ma conclusion. Merci beaucoup. On peut maintenant passer aux questions. Il y en a quelques-unes déjà qui apparaissent. Alors, la première, c'est sur l'impact des Incoterms, que je n'ai pas tous en tête, mais effectivement, ces dispositions peuvent avoir un impact sur le transfert de la propriété et donc des risques. Il y a certaines catégories de types de ventes, les ventes FOB, les ventes… Bon. Et suivant l'Incoterms appliqué, le transfert de propriété peut être différé. Et par conséquent, si le transfert de propriété est différé, les risques le sont également et par conséquent, c'est le vendeur qui assume les risques. Alors ensuite, c'est une question, elle aussi très intéressante et qui est d'ailleurs un peu au cœur des débats doctrinaux actuellement. Qu'en est-il lorsque la force majeure impacte non pas le débiteur de la prestation, mais impacte l'aptitude du créancier à recevoir cette prestation. En d'autres termes, j'ai un co-contractant qui me doit une prestation et qui est tout à fait en mesure de me délivrer cette prestation. Simplement, pour des raisons X ou Y, je suis moi-même dans l'impossibilité, et pour des raisons X ou Y de force majeure, parce que s'il n'y a pas de force majeure, il n'y a pas de débat. Pour des raisons X ou Y de force majeure, je suis moi-même dans l'impossibilité de bénéficier de cette prestation. Le débiteur est a priori en droit de me dire bah, moi je peux exécuter, donc je peux exécuter et j'ai donc droit à mon prix. C'est vrai, mais les quelques arrêts qui ont eu à se prononcer sur cette question, qui sont antérieurs à la réforme, laissent entrevoir une solution un peu différente. Vous avez notamment de mémoire un arrêt dont je pourrais vous donner les références si vous le souhaitez, qui a jugé qu'une jeune fille qui avait conclu un contrat avec une école et qui n'avait pas pu se rendre à la formation pendant toute une année en raison de sa maladie, pouvait invoquer la force majeure et demander la restitution du prix qu'elle avait payé à l'école. Pourtant, l'école faisait plaider, mais nous sommes parfaitement en mesure de délivrer la prestation et d'ailleurs, nous l'avons délivrée à nos élèves. Donc, il n'y a pas de force majeure empêchant l'exécution. À quoi la Cour de cassation a répondu, je n'ai plus précisément les termes de l'arrêt en tête, mais en substance, c'est bien cela, qu'il y avait force majeure qui empêchait l'exécution du contrat et que par conséquent, la jeune fille en question était en droit de réclamer la restitution de cette prestation. Alors, qu'est-ce qu'on devrait en penser sous l'empire des nouveaux textes? La doctrine est un peu partagée. Vous avez notamment
l'article d'une de mes collègues qui considère que l'arrêt auquel je fais référence, en réalité, s'explique par des raisons de droit de la consommation. Alors, je ne suis pas tout à fait convaincu parce que c'est vrai qu'on était en présence d'un consommateur. Il n'empêche que dans cet arrêt, aucun texte du Code de la consommation n'est visé. Et on voit bien, si du moins les mots ont un sens, que la Cour de cassation raisonne ici en termes de droit des obligations, de droit commun, disons, et pas de droit de la consommation. Sous l'empire des nouveaux textes, quand même, l'article 1218 dit « si le contrat ne peut pas être exécuté, sous réserve que l'empêchement soit définitif, il y a résolution de plein droit ». Et je pense qu'il est soutenable de dire que lorsque le créancier ne peut pas profiter de la prestation, eh bien, le contrat ne peut pas être exécuté. Le débiteur est bien en mesure d'exécuter, mais l'exécution ne peut pas avoir lieu parce que le créancier ne peut pas la recevoir. Alors, c'est une solution qui est un peu incertaine, mais j'entrevois quand même un peu ce raisonnement-là pour éviter, encore une fois, ce type de, comment dirais-je, de difficulté. Eh bien, le plus simple, c'est de prévoir un aménagement contractuel qui, en droit civil, devrait a priori être envisageable, un aménagement contractuel excluant la résolution du contrat en cas de force majeure de ce type. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou peut-être des questions à l'oral? Non? Peut-être un élément sur la notion d'imprévisibilité avec cette affaire Covid-19. Comment l'apparition d'une pandémie qui n'est que la quatrième en 20 ans peut-elle être réellement considérée comme imprévisible, si ce n'est dans son ampleur à la rigueur? Alors, je crois que vous venez presque de donner la réponse. Une pandémie, une épidémie, en elle-même, c'est vrai qu'elle n'est pas imprévisible. Encore une fois, tout est prévisible. Est-ce qu'elle était raisonnablement prévisible? J'en suis un peu moins certain, mais en tout cas, c'est un point qui est discutable et qui sera très certainement discuté devant les tribunaux. Maintenant, vous parlez de l'ampleur et surtout des conséquences, c'est-à-dire notamment des mesures de fermeture ou d'interdiction des rassemblements, etc. Et ces mesures-là, il me semble qu'au moins, à dater d'une certaine époque, elles n'étaient pas raisonnablement prévisibles en tant que telles. Et là, je crois qu'il y a vraiment un sujet de force majeure. Je pense qu'il faut aussi avoir un regard sur nos métiers d'une manière très fine, parce qu'un concept de force majeure qui remonte à 1804, voire avant, ne peut pas être vu à l'aune de 1804 à date d'aujourd'hui. On peut voir que votre activité, par exemple, pour ne prendre que celle-ci, résiste tout à fait à l'absence de bureau. Donc, au-delà de la caractère imprévisible, est-ce que l'irrésistibilité est encore, ou doit-elle être encore examinée de la même manière? Sûrement pas, vous avez raison. Les nouvelles technologies ont sans doute réduit le champ de l'irrésistibilité ou de l'inévitabilité, pour reprendre les termes du texte. Si la prestation peut être délivrée, serait-ce avec plus de difficultés? Et d'ailleurs, serait-ce pour un coût supérieur, ce qui nous renvoie à l'article 1195, si la prestation peut néanmoins être exécutée à distance, avec les nouvelles technologies, il n'y a plus de difficultés, me semble-t-il, absolument. Absolument. Ok. Est-ce que d'autres personnes ont des questions? Le micro est ouvert. Bon, si personne ne se prononce, écoutez, en qualité de coprésident et puis au nom d'Isabelle et du Cercle Montesquieu, merci beaucoup pour nos intervenants du jour. Merci beaucoup pour ce travail et cet exposé extrêmement enrichissant, vraiment, et qui a apporté de l'eau à mon moulin, en tout cas personnel. Merci aussi à Maëlys pour toute l'organisation et l'apport qu'elle fait au quotidien. Merci à tout le monde d'avoir été présent et d'avoir répondu présent en un si grand nombre.
Et moi, je voudrais juste faire une remarque pour clôturer, c'est que finalement, le Covid, ce qu'on vit, ce moment si riche, et à travers votre exposé, je vais retrouver notamment dans la conclusion de Valérie, place le directeur juridique et les juristes réellement comme les garants des équilibres contractuels et économiques. Et je trouve que c'est une formidable force de notre métier. Voilà, je voulais clôturer là-dessus. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.